Donc c'est une soirée particulière. Aujourd'hui, je suis très contente de vous accueillir dans une période un peu particulière, on va dire, hein, où domine vraiment l'impuissance dans nos sociétés. Je parlerai même quelquefois d'indifférence, voire de désintérêt, face à une situation politique elle-même désespérante. On va dire les choses comme ça, pour ne pas développer plus pour l'instant. En France et en Europe également. Un peu peut-être moins en Europe qu'en France, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, c'est pas terrible. Alors, que peut le cinéma pour redonner espoir et envie de s'engager, pour remobiliser un peu le peuple? On va en parler dans quelques minutes. Cela mériterait évidemment un colloque tout entier. On avait créé ce ciné-club à l'occasion d'un autre colloque, que peut le cinéma pour l'Europe? Voilà. Mais plus modestement ce soir, on va revenir sur une période où le cinéma a pu jouer son rôle de propagande, dans le bon sens du terme, n'est-ce pas Serge? Et qui a donné aussi à voir des expériences, des récits de la classe ouvrière et de la classe paysanne et des mouvements populaires. Philippe Herzog, que je ne présente plus, et Serge Molikov, qui nous fait le plaisir d'être là. Il est président du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui travaille, on va dire, sur l'histoire et justement sur les mouvements populaires, ouvriers, paysans et internationaux. Reviendront sur l'évolution des mouvements populaires en France, qui ont été marqués évidemment par quelques victoires, par des échecs depuis la Révolution française, et leur portée en Europe, voire dans le monde, et sur nos sociétés. Alors j'ai dans la main ici un petit coffret très intéressant qui s'appelle « La vie est à nous ». Il a été édité par Ciné-Archives, partenaire de cette soirée, avec la Fondation Gabriel Péri, partenaire de cette soirée également. Je les en remercie. Et c'est très riche. C'est un coffret très riche et il y a un petit livret encore plus riche, si j'ose dire, d'interventions, y compris de notre ami Bernard Eisenschitz, qui est membre du comité d'honneur d'Open World, le regard croisé. Donc, on passera, pas tout ce coffret, bien sûr, je vous en parlerai après deux petites minutes, mais un petit film que je suis sûre que personne ne connaît ici, qui s'appelle Magazine populaire numéro 1. Qui connaît? Personne, sauf moi. Toi aussi, bien sûr, et Philippe maintenant. Donc, c'est un journal filmé, le seul qui ait jamais existé d'ailleurs pendant le Front populaire, réalisé par le Parti communiste français, qui montre les nouvelles pratiques politiques au moment du Front populaire en France, que sont la fête, la grève, la manifestation politique, voire la manifestation sportive. Vous allez voir, c'est émouvant. Ça dure 18 minutes horloge. C'est extrait d'un film un peu plus long de 45 minutes qu'on ne pouvait pas malheureusement vous proposer. J'ai hésité d'ailleurs à montrer La vie est à nous de Jean Renoir ou Le temps des cerises de Le Chanois, Jean-Paul, deux films aussi commandés par le Parti communiste à l'époque, en 1936 et en 1937, deux temps forts du Front populaire qui se craquellera évidemment sous la pression des forces internationales, comme vous savez, ce qui n'empêchera d'ailleurs pas la solidarité avec l'Espagne républicaine et même l'Italie. Mais avant de connaître la catastrophe mondiale, puisqu'on s'est abîmé dans la Seconde Guerre mondiale. On montrera ce soir Riamer de De Santis, je ne vais pas vous en parler tout de suite. C'est un film de 1948, néo-réaliste, et qui a été lui-même un grand résistant. J'y reviendrai tout à l'heure. Je suis en train de perdre mes pages, mais c'est pas grave, je vais terminer comme ça, au la main. Mais avant, bien sûr, donc nous allons parler des mouvements populaires en donnant la parole à Philippe et à Serge. Et puis, juste après eux, je vous présenterai le film Riamer, justement, et les chants que nous allons vous interpréter, des chants populaires, puisque, comme vous le savez, j'anime une chorale, Haut les chœurs, avec notre chef de chœur qui est là-bas dans le fond, Rita Azarian, que je salue, qui était une grande amie, est devenue une grande amie, et tous les choristes qui sont ici ce soir, et qui seront renforcés, si j'ose dire, par trois choristes
Violetta Donini, qui est ici, elle-même pianiste, grande musicienne, si l'on est, chef de chœur, et qui vont chanter avec nous tout à l'heure. On vous chantera Le temps des cerises, on vous chantera également Cascalouliva, la cueillette des olives dans les Abruzzes. C'est pas la récolte de riz, on en reparlera, qu'on verra dans Riz amer, c'est les olives. Et puis on vous fera une petite surprise avec un nouveau chanteur, Mariton Baus, Lévy, les Vénézuéliens lui-même. Cette chorale est open world, hein. On a russe, italien, algérien, roumain, arménien, vénézuélien. Et puis j'aperçois Roberto, cubain, notre ancien pianiste, ancien. Et puis à l'occasion, et parce que ce soir nous serons accompagnés par Anaït, Anaït Douzian, pianiste arménienne, je ne la vois pas. Elle est là. Oh ben et qui nous fera le plaisir de nous accompagner. Et puis sa fille, Marie-Angélique, qui a une voix d'ange, vous verrez tout à l'heure, nous accompagnera aussi pendant le chant. Alors, pas plus que ça, simplement pour vous dire que je vous présenterai également les prochaines séances juste avant le film. Parce qu'après le film, les gens commencent à se lever, ils s'en vont, et du coup ils ratent quelque chose de très important. La prochaine séance, ce sera l'Algérie, avec Comte et Corveau, la bataille d'Alger. On aura la chance d'avoir Benjamin Stora. Et puis, voilà, donc voilà, comme ça m'évitera d'y revenir tout à l'heure, ce sera vous montrer les images. Et puis, bien sûr, l'appel à l'adhésion obligé, n'est-ce pas? Nous sommes une association militante, nous sommes restés des militants jusqu'au bout des ongles, et puis on passera le reste de notre vie, n'est-ce pas, Chafi, à ça, à essayer de convaincre, de rassembler, de mobiliser, de s'engager pour un monde meilleur. Alors pour l'instant, c'est les ouvriers à l'honneur et les paysans, donc mon cher, le peuple, les mouvements populaires. Donc, mon cher Philippe, je te demande de venir t'asseoir, Serge également, et je vous laisse tous les deux nous expliquer un peu l'évolution des mouvements populaires, et on va commencer par Philippe. Tu as un quart d'heure maximum. D'accord, voilà. Mais toi, je t'ai pas dit, c'est petit, ça? Non, ce sera 15 aussi. Open World, regard croisé, contribue au travail de mémoire qui répond au besoin de mieux comprendre notre passé pour mieux imaginer notre avenir. De ce point de vue, nous allons ce soir essayer de mieux comprendre les mouvements populaires du passé, en commençant par la France, et puis Serge développera plus le côté européen, les impacts des mouvements en France et la différence avec d'autres mouvements européens. Donc les mouvements populaires rassemblent des hommes et des femmes qui expriment des souffrances et des aspirations dans des luttes qui peuvent être créatrices ou destructrices, qui sont pacifiques ou violentes, et qui s'inscrivent toujours dans un rapport complexe et souvent conflictuel avec les institutions et les dirigeants et les gouvernants. Ces luttes contribuent ainsi à construire à leur façon et à transformer une société. Elles sont partie intégrante de notre histoire. Et alors elles ont porté, depuis la Révolution française, une vision de ce qu'est un peuple. De ce qu'est un peuple, avec le souci d'une unité de ce peuple et la volonté de bâtir une force capable de transformation. Bien entendu, l'idée de peuple a précédé. L'idée de peuple a précédé la Révolution française dans le monde entier. Oui, mais alors ça va me poser des problèmes, justement. Alors, je vais bien le tenir. On sait tout faire à Open World. On me permettra de suivre mes notes dans le confort. Voilà. Donc, avec la Révolution, ça date de tout temps, l'idée de peuple. On la trouve chez les Grecs, avec Homère. On la trouve également avec Rome, on la trouve avec le peuple hébreu. On ne peut pas comprendre le judaïsme sans comprendre le peuple hébreu. Mais dans les temps modernes, c'est la Révolution française qui a fait époque. Avec une rupture, et non pas simplement une idée de peuple, mais une idée de peuple souverain. C'est ça la grande nouveauté historique.
et aujourd'hui la grande désillusion. Je vais d'emblée à ce qui s'est passé ensuite. Le peuple veut être souverain, et nous sommes aujourd'hui désillusionnés de ne pas l'être. Je me référais à Michelet à propos de l'idée de peuple, qui en 1846 publie un livre formidable, qu'il faut se remémorer. Le peuple est composé d'abord de ceux qui nourrissent la société, qui en sont les fondements. Et les chapitres se succèdent: paysans, ouvriers, artisans, marchands. C'est le socle d'une société dont il faut prendre soin. Et ces gens-là, ce peuple-là, puisque souvent le peuple est réduit à l'idée d'ouvriers paysans, ou repris seulement sous cet angle, ce peuple a subi des servitudes majeures dont il cherche à s'émanciper, pour reprendre les mots de Michelet, et s'affranchir, s'émanciper de ces servitudes. Avec la Révolution française pointe, mais en même temps avec l'avènement du capitalisme d'une toute autre façon, et de la démocratie moderne dans d'autres pays, la valeur liberté emporte tout sur son passage. Liberté, j'écris ton nom. Et le peuple va s'en servir. Il va s'en servir dans des luttes contre l'exploitation et la misère, abominables à l'époque, nous sommes dans le XIXe siècle, dans des luttes pour une juste représentation, car la démocratie n'accepte pas du tout la représentation des classes inférieures, il a fallu se battre, et dans des luttes aussi pour construire la République. C'est peut-être moins connu. La construction de la République s'est faite d'abord dans la violence. La première République, elle n'a pas fait long feu. Révolution française, elle sombre dans la terreur. 1848, nouvelle lutte, l'Empire apparaît, refait surface 2 ans après. Et 1870-71, prélude à la Troisième République, les massacres de la Commune, la guerre civile, on envoie l'armée des provinces tuer des ouvriers parisiens, qui eux-mêmes, parce que ceux-ci ne voulaient pas céder à la domination allemande et à la conquête allemande, ils n'acceptaient pas qu'on capitule. Dans ce contexte, les républicains étaient divisés pas seulement par rapport au monarchisme, mais entre eux. Les figures de Ferry et de Clémenceau méritent d'être mémorées. Ferry, qui a des bons côtés, mais des mauvais aussi, qui fait partie des responsables du massacre des ouvriers parisiens, qui aussi va déployer l'idée de conquête coloniale, qui n'était pas du tout au départ une idée populaire. Et de l'autre côté, Clémenceau, de l'autre côté Mélenchon, porteurs tous les deux de l'idée d'une république fondée sur l'ordre et le progrès, les deux se divisant, et mais en même temps partageant un même effort. Et j'insiste sur le fait que Clémenceau était l'ami de Blanqui. Blanqui, une figure emblématique des luttes en France, il en était l'ami, il l'a soutenu. Et Blanqui était peut-être d'un autre niveau, et je pense que certains révolutionnaires ou intitulés tels d'aujourd'hui. En France, il ne faut pas confondre non plus peuple et nation. En France, l'État est de longue date. C'est lui qui a construit l'imaginaire d'une nation et qui a nourri des mouvements, d'ailleurs, dont d'autres peuples se sont inspirés dans des mouvements nationalistes différents. Et bientôt, le peuple dont j'ai parlé a été enrôlé dans des guerres coloniales et des guerres patriotiques qui ont conduit au ravage du XXe siècle. Auparavant, un emblématique de ces luttes populaires, c'est le Front populaire proprement dit, à 36, 37, avec de magnifiques conquêtes sociales. Le temps d'esprit que vous entendrez, il est ambivalent. Écrit avant la Commune, c'est le chant des communards. Il s'ouvre immédiatement le chant des communards. Et il fait couple avec un autre chant, la butte rouge, qui lui est réapproprié aussi dans l'imaginaire des mouvements français, comme faisant partie de la même époque. Et le film de Le Chat, les films ont montré deux visages de la même chose.
Il y a l'amertume et la violence de la Commune de Paris, mais le titre Le temps des cerises est repris par le Chat Noir en 1938 dans son film, où c'est le temps des cerises dans sa phase historique heureuse, où la fierté du monde ouvrier est magnifiée. J'insiste pas sur les limites du Front populaire parce que le rapport à la maîtrise économique a fait défaut. Je soulignerai quand même aussi l'importance du rôle des mouvements fascistes dans la constitution du peuple français et dans le contexte international dont va parler Serge, dans un contexte où tous ces mouvements se sont confrontés au marxisme et au communisme. Il ne faut pas croire d'ailleurs que l'URSS était portée par des mouvements populaires. Ça a fait long feu, ça a fait long feu. Pas du tout, au contraire, ils ont été combattus. Et par contre, l'URSS a voulu s'arroger l'hégémonie et la conception même des solidarités internationales. Les tensions se sont développées entre le peuple dans une histoire nationale et le peuple dans une internationale communiste et autres, et socialiste. Enfin, c'était pas une attaque, mais peu importe. J'ai vécu, et nous avons plusieurs ici vécu, dans les années 60, 70, début des années 80, la prégnance de la mémoire du Front populaire. Nous étions les héritiers de ce peuple qui a été résistant et qui a bâti, et qui a réussi à ces conquêtes sociales du Front populaire. Nous en étions les héritiers, nous en étions fiers, et nous avions la volonté de gouverner. Et là où on a buté en 1938 sur un gouvernement populaire d'union nationale, l'idée est revenue achever, en quelque sorte, le Front populaire d'avant-guerre pour la réalisation d'une union de la gauche autour d'un programme commun. Pour la petite histoire, mais tu t'en diras un mot, je me souviens qu'en 1976, au sein du Parti communiste, on a hésité. Avions-nous raison d'être dans une union de la gauche autour d'un programme commun, ou fallait-il plutôt que ce soit une union du peuple de France? C'est pas innocent de souligner, c'est très méconnu d'ailleurs. Et bref. Donc, le bilan, je ne développe pas là, c'est quand même la comparaison avec l'Italie, où, non, même chose, la responsabilité d'accéder au gouvernement dans l'intérêt du peuple a conduit en Italie à l'hypothèse, cette fois d'une entente avec la démocratie chrétienne, un compromis historique tout à fait original, qui a failli à cause des Brigades Rouges. Il y a un film magnifique qu'il faut aller voir en avant l'ambition avant qu'il sorte des salles. Sur Berlinguer. Bilan de tout ça en France. Promotion de l'État-providence. Outrancière même. Trop, c'est trop, parce qu'en même temps, l'inexpérience de l'économie et de la gestion était patente. C'est ça la grande contradiction, les failles de ces mouvements. Et le rapport à la production s'est dégradé depuis les années 80 en France. Depuis 40 ans, on décline dans le culte de la valeur du travail, de la production, et je ne fais pas de dessin. Parallèlement, le rapport des mouvements français à la construction de l'Europe ne s'est pas construit du tout. Alors qu'en Espagne et au Portugal, entrer dans l'Union européenne était concomitant de la création d'une démocratie. Le Confondation Europe que nous avons confondé en 1991-92 a été un mouvement civique qui précisément a voulu promouvoir la participation populaire à la gestion et former société entre Européens, d'une certaine façon combler les failles de toute cette histoire antérieure des mouvements français. Nous étions très ambitieux. Les résultats sont minimes, mais nous en avons la mémoire et nous souhaitons la partager. Aujourd'hui, se dissout l'idée de peuple et les mouvements s'affaissent, paysans et ouvriers laminés, humiliés, société structurellement et mentalement clivée, représentation nationale abîmée. Où sont les ouvriers, mais même les intellectuels ou les industriels dans la composition de nos gouvernements? Absents. Notre société, dans ces conditions, n'arrive pas à se reconstruire. D'ailleurs, la notion de société a fait place. La division en classe, ce n'était pas idéal. Mais cette fois-ci, ça devient une multitude sans structure, segmentée, qui ne se pose plus la question de son unité,
alors qu'elle est en souffrance dans les bas-fonds de notre société, le besoin d'une unité. On l'a pu retrouver en 2013 ou 2015, je ne me souviens plus, face au terrorisme. Le nouveau Front populaire, dans ce contexte, n'est pas un incident, c'est une alliance à visée électorale, ce n'est pas du tout un mouvement populaire. D'ailleurs, il ferait long feu probablement. De façon générale, notre population désormais est vulnérable aux manipulations dans les réseaux sociaux de ce qu'on appelle les ingénieurs du chaos, qui sont l'usage incessant de la notion creuse de populisme dans le nouveau contexte est un piège profond, je m'insurge. N'importe qui sort tout le temps, et beaucoup trop de journalistes, populisme. Populisme, de quoi s'agit-il? Ils sont tous les mêmes. De quoi avons-nous peur du peuple? Ne faut-il pas construire un peu? La notion de populisme est un piège car elle dispense de se confronter à la crise aiguë de l'État et de la démocratie néolibérale. Elle témoigne d'une peur du peuple et de la cécité à sa souffrance et ses potentiels. Les forces vives de la nation sont atrophiées. Elle témoigne aussi de la méconnaissance des mouvements populaires émancipateurs dans le monde extérieur, où sont les grandes carences de grandes manifestations aux côtés des femmes d'Iran et d'ailleurs. Néanmoins, un contre-exemple dans l'extinction des mouvements, qui n'est pas tout à fait une extinction, évidemment les Gilets jaunes, dont on n'a pas voulu comprendre de quelle souffrance ils témoignaient. Bien entendu, il faut voir, l'intermondialisme était aussi une époque très importante qui a fait l'enfeu. On voulait changer le monde aussi, l'intermondialisme, et ça s'est affaissé. Mais de nouveaux mouvements populaires s'affirment, écologie, femmes, très, très fort, très fort. Mais attention aux causes qui se segmentent et qui se conjuguent. Pour faire une unité, il faut un point de vue qui surplombe les différences et qui s'enrichisse des différences. La perte et les souches historiques qu'ont été les producteurs ouvriers ou paysans est quelque chose de patent dans ces nouveaux mouvements. Et pourtant, donc, le besoin de l'unité dans sa diversité est tout autant prégnant. Il imprime la nécessité de nouvelles solidarités dans le monde entier, et qui pointe. Il s'agit bien de reconstruire des sociétés pour être capable de réformer l'État, de refonder l'Union européenne. Il s'agit de dialoguer, d'apprendre à dialoguer, qui est un défi extraordinaire. S'éduquer, n'en parlons pas. Partager en dialoguant et en s'éduquant. Et ma dernière phrase, c'est pour conclure. Il est temps de réhabiliter et de renouveler les mouvements populaires avec la volonté de changer le monde. Alors, merci. Non, mais je peux le tenir. On aura un échange évidemment avec vous après l'intervention de Serge. Alors c'est à moi? Oui. Bon, bonsoir à tous. Vous ne me connaissez pas comme Philippe. Donc moi je suis historien. J'ai fait une carrière d'historien universitaire et j'ai beaucoup moins d'ambition théorique que Philippe. Je suis, disons, assez bon connaisseur de l'histoire du Front populaire, du mouvement ouvrier, de l'histoire sociale du XXe siècle. Et je m'en tiendrai là, et même je m'en tiendrai au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, même si, quand il a fait écho aux années 76, 77, nous n'étions pas loin de l'autre quand il y a eu la discussion sur l'Union du peuple de France et l'Union de la gauche. Comme mon temps est limité, et que je suis prof, j'ai toujours eu l'habitude de présenter mon plan, et ça sera un plan en trois parties. Le premier point, quand même, sur les origines historiques franco-internationales du Front populaire. Je suis tranquille puisque Philippe a balayé la Révolution française du XIXe siècle. Et donc, il y a, au début des années 30, plusieurs phénomènes qui se combinent, qui sont de nature internationale. C'est la crise économique d'un type nouveau. Il y en avait eu au XIXe siècle du capitalisme international, après un énorme développement aux États-Unis, en Allemagne. Toute l'Europe est touchée, la France est touchée plus tardivement que les autres, mais elle est également touchée, même si la France est un pays dont le développement industriel capitaliste est limité pour des raisons sociales, politiques, culturelles,
avec un maintien très important de l'artisanat, de la petite entreprise et du monde rural et du monde paysan. Il y a plus de la moitié des Français qui habitent encore des petites villes de moins de 2000 habitants en 1936. Il ne faut jamais oublier ça. Deuxièmement, il y a la catastrophe allemande. La catastrophe allemande, si on ne l'a pas en tête, c'est quoi la catastrophe allemande? C'est le pays le plus industrialisé, le plus développé culturellement, où la gauche, dans son ensemble, était la plus puissante, communiste, sociodémocrate, où il y avait eu la vie intellectuelle, scientifique la plus brillante, depuis avec la République de Weimar, qui d'un seul coup, pas d'un seul coup, en 2 ans, se décompose avec l'arrivée de Hitler, avec la droite. Hitler n'arrive pas seul au pouvoir. Il arrive avec la droite libérale, nationaliste, il arrive au pouvoir en 1933. Le choc a été terrible dans toute l'Europe, et notamment en France. Parce que ce qui semblait en quelque sorte impossible est arrivé. Et dans la gauche française, dans les mouvements populaires, intellectuels, mais aussi dans le monde des instituteurs, dans le monde des ouvriers, il y a un tel choc que dès l'année 1933, il y a des manifestations pour se rassembler. Mais en même temps, il y a la dimension internationale du mouvement ouvrier. J'en dis un mot, en terminant, tu l'as évoqué. Le Comintern, l'Internationale communiste, est une organisation qui est née de la Révolution russe et qui coordonne l'activité des partis communistes. À côté, après division, tentative d'union, il y a l'Internationale ouvrière socialiste, qui coordonne rien du tout, et qui rassemble les partis socialistes européens. L'Internationale communiste, elle est mondiale. L'Internationale socialiste, elle est européenne. Et en 1933, la question qui se pose, c'est qui est responsable? Et chacun se renvoie la responsabilité l'un sur l'autre. Les communistes disent c'est les sociodémocrates qui n'ont pas accepté l'action militaire, la grève générale contre le nazisme, ils étaient pour le moindre mal. Les socialistes et le centre libéral disent c'est les communistes par leur approche maximaliste, leur refus de toute alliance avec les socialistes qui sont responsables. Et toute l'année 1933 est occupée par cela. Et le mouvement de Front populaire ne naît pas, comme tu l'as dit, ni en URSS, ni en Allemagne, ni ailleurs, il naît en France dans le printemps et l'été 1934. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il naît dans une ambiance où on a l'impression que le fascisme continue à monter en Europe. En Autriche, il y a la guerre civile en Autriche contre le pouvoir à Vienne, le pouvoir socialiste. Il y a la répression des ouvriers dans les Asturies, en Espagne. Et puis, dans les pays de l'Europe centrale, en Hongrie, en Roumanie, les régimes autoritaires s'installent et font alliance avec le nouveau régime fasciste, enfin avec le régime nazi, et surtout avec les fascistes italiens. Voilà, et c'est dans ce paysage qu'en France, il y a un rapprochement socialiste et communiste. Pendant l'été, au mois de juillet 1934, l'Internationale communiste, après avoir dit c'est pas possible, ça, comment dirais-je, accompagne le mouvement pour des raisons de politique internationale aussi. Le rapprochement avec la France, je n'ai pas le temps de détailler. Et ce qui est intéressant par rapport à notre sujet ce soir, c'est que autant l'Internationale communiste et la tradition ouvrière depuis 1920, c'était le front unique socialiste-communiste, autant à l'automne 1934 est lancé le mot d'ordre de Front populaire. Le terme populaire apparaît à ce moment-là. Il apparaît à ce moment-là dans la bouche d'un ancien socialiste devenu dirigeant du parti, mais surtout pas rédacteur en chef, directeur de l'Humanité, le journal qui avait fondé Jaurès et qui avait basculé du côté communiste. Et puis Maurice Thorez, jeune secrétaire du Parti communiste, puisqu'il a 30, il est né en 1900, il a 34 ans, et qui vont lancer le mot d'ordre de Front populaire. Pourquoi ils le disent? Ils le justifient. Ils le justifient un peu comme Philippe l'a dit à propos de la composition en France de la société française. Le mouvement ouvrier est minoritaire. S'il veut gagner contre le fascisme, il doit trouver des alliés, et des alliés qui s'inscrivent dans la tradition républicaine. Artisans, paysans, commerçants, et c'est la thématique du Front populaire.
Je passe sur les détails parce que autrement je ne respecterai pas le cahier des charges. Au printemps 1935, ce mot d'ordre qui avait été un peu suspect un peu partout dans les autres partis communistes qui étaient surpris de ces changements, vu la situation internationale, l'internationale communiste fait un congrès à Moscou et va en quelque sorte adopter le mot d'ordre français de Front populaire pour le généraliser, pour le mondialiser. Tout le monde n'est pas d'accord. Il suffit de lire les documents du 7e congrès de l'Internationale, le dernier. Staline ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot. Et quand Staline ne dit pas un mot, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a les dirigeants allemands, il y a d'autres dirigeants qui continuent de dire que les communistes ont eu raison dans la ligne classe contre classe, front de classe contre classe ouvrière contre social-fasciste, etc. Ce congrès est en quelque sorte traversé par des contradictions. Et ce qui sort, et notamment Togliatti et Ercoli, dit pour la première fois, on doit se battre pour empêcher la guerre et peut-être pour imposer la paix. Là aussi, nouveau mot d'ordre. Toujours est-il que dans les mois suivants, le mot d'ordre devient un mot d'ordre international grâce à l'internationale communiste. Dans les différents continents, les partis communistes vont proposer des fronts populaires. Il y a des endroits où ça marche et des endroits où ça ne marche pas. Il y a des endroits où ça ne marche pas parce que même les partis communistes ne sont pas pour. Ils sont très réticents. Et si on prend les différents continents, j'arrive à ma deuxième partie. J'ai 5 minutes. J'arrive à ma deuxième partie. En Europe, vous avez un front populaire qui fonctionne en Italie, même dans la clandestinité, et en Espagne, avec les anarchistes en plus, un peu en Belgique avec le Parti du Travail, mais pas beaucoup. Toute l'Europe du Nord et le monde anglo-saxon refusent complètement le concept non seulement de front populaire, mais d'antifascisme militant. Ils pensent que les réformes social-démocrates sont assez fortes pour faire barrage au fascisme et à l'autoritarisme. Si on prend d'autres pays, je ne vais pas faire le tour, hein, mais si on prend l'Amérique du Sud, vous avez quelques pays où le Front populaire fonctionne. Le Chili, d'une certaine manière indirecte, le Mexique. D'autres où ça ne marche absolument pas. Le Venezuela, le Parti communiste vénézuélien, vous allez me dire, ça peut-être ça vous dit quelque chose. Le Parti communiste vénézuélien dit, ça c'est absolument pas possible de s'allier avec des classes moyennes nationalistes qui sont favorables à l'impérialisme, ils refusent. Au Pérou, il y a toute une tradition locale de mouvement populaire avec une forme originale aussi de front populaire. Vous voyez que c'est très variable. Et si je prends l'Asie, je ne vais pas perdre de temps parce que, bon, voilà, il y a des endroits où ça prend et des endroits où ça ne marche pas. L'endroit le plus important, l'Inde, ça ne marche pas. Le Parti travailliste anglais, lié au Parti du Congrès, bloque toute alliance politique de ce type. Il y a des dirigeants indiens qui ont participé à l'histoire de l'internationale communiste, comme Roy, par exemple, un personnage tout à fait exceptionnel, mais ça ne marche pas à l'échelle indienne. Par contre, en Chine, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile entre nationalistes et communistes. Les communistes mènent une lutte de survie, c'est la longue marche pour échapper à l'écrasement par Chiang Kai-shek, et en même temps, les Japonais envahissent la Chine. Donc, dans ce contexte-là, l'internationale communiste et Mao Tse-tung, je simplifie, d'autres, Zhou Enlai par exemple, vont tomber d'accord sur l'idée qu'il faut faire un front populaire, anti-japonais et national. Ça va marcher, mais avec des divergences. Le Comintern va imposer son modèle européen. Mao Tse-tung, qui est pas le plus bête et qui a le sens du compromis quand il est en faiblesse, dit d'accord, on va faire ça. Et dès qu'il a trouvé les forces pour dire ce qu'il pense, il développe un petit peu, parce qu'il fait toujours ou de la poésie ou de la philosophie, Mao Tse-tung. Et alors donc, il développe un thème qui est les contradictions dans la Révolution, hein, en 1942. Et en gros, ça touche à quoi? Le Comintern, les soviétiques veulent une alliance complète, que les communistes entrent dans le gouvernement de Chiang Kai-shek, se fusionnent avec le gouvernement nationaliste. Les Chinois communistes étaient bien payés pour connaître
l'expérience de la première révolution chinoise. Ils refusent et ils disent coopération, collaboration, mais nous, dans nos zones, parce qu'ils contrôlent des zones, nous faisons nos réformes, nous développons la Chine antifasciste et patriotique. Et c'est comme ça que le Front populaire en Chine continue jusqu'en 1944. Et je ne rentre pas dans le détail. Enfin, pour terminer, parce que là j'arrive à 2 minutes, hein, si j'ai bien compris. 3. Bon. Pour terminer, je voudrais reprendre une question qu'a abordée indirectement Philippe, c'est est-ce que le Front populaire c'est une tactique ou est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est en quelque sorte une politique de circonstance? La montée du fascisme, il faut se rassembler. Mais si on se rassemble, on fait des compromis. Qu'est-ce qu'on fait comme compromis? On ne parle plus de la révolution prolétarienne et de la dictature du prolétariat. On parle de l'antifascisme, c'est-à-dire de la démocratie sociale, de la démocratie politique. Et on fait une sorte d'accord de ce genre. Pour les dirigeants soviétiques, pour Staline, c'est indéniable que c'est une tactique. Pour un certain nombre de communistes qui ont fait l'expérience du Front populaire dans leur pays, ça devient une stratégie. C'est le cas pour la France, c'est le cas pour l'Italie. Ça s'exprime notamment dans la résistance, dans le programme de la résistance, le CNR. Vous savez que le CNR a été en grande partie, son programme, pas édité, rédigé par Pierre Villon, qui était, avec Jacques Duclos, celui qui avait le plus réfléchi aux insuffisances économiques du Front populaire, et qui met en avant l'idée qu'il faut des réformes sociales, mais en même temps des réformes économiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout, mais ça veut dire qu'il y a une sorte de relation. Togliatti était à Moscou, il avait l'habitude de la survie, donc il se taisait beaucoup. Quand il rentre en Italie, à l'automne 1944, il présente un grand discours à Salerno, ça s'appelle la Svota di Salerno, et c'est là qu'il avance l'idée qu'il faut développer une nouvelle démocratie qui ne sera pas qu'économique, qui sera sociale et politique. Et pour une part, ce programme a été la base de la reconstruction dans un certain nombre de pays européens. D'une certaine manière, le Front populaire il y a une transmission de l'expérience du Front populaire. En France, périodiquement, on le voit en 1956, on le voit en 62-63, on le voit encore en 1976, il y a différents avatars. La seule chose qu'on peut dire, pour terminer sur un message qui serait le même que Philippe, il ne peut pas y avoir d'alliance, il ne peut pas y avoir de véritable nouveau Front populaire s'il n'y a pas une association des milieux populaires dans leur diversité, avec négociation et un vrai programme préparé. L'idée qu'on pourrait au dernier moment faire un Front populaire qui serait qu'une simple tactique, ça nous ramène en arrière, et simplement pour sourire, ça nous ramène à des pratiques qu'on a qualifiées à des époques de staliniennes. Intéressant. Un grand merci, on va prendre un petit quart d'heure pour des questions. Moi j'en ai une, tu n'as pas parlé du Chili, à un moment donné. Alors le film de Berlinguer, qui a été montré récemment au siège du Parti communiste d'ailleurs, commence par ça. C'est-à-dire qu'on comprend que sans alliance des forces populaires ou démocratiques ou de gauche, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler, on ne peut pas réussir une révolution sauf à subir, pourquoi pas, un coup d'État comme le Chili l'a vécu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans le film formidable sur Berlinguer, la première séquence, c'est le coup d'État contre le gouvernement d'unité populaire construit au Chili par Salvador Allende, qui avait été membre du gouvernement de Front populaire en 1938. Et donc, il y avait une vraie continuité. Dans toute l'Amérique latine, on ne peut pas faire l'histoire de l'Amérique latine. Vous savez que l'Amérique latine, à partir des années 50-60, a dû faire face à une vague de terrorisme dictatorial et d'intervention de l'Amérique du Nord permanente pour changer les gouvernements, pour intervenir militairement. Ça vous rappelle quelque chose sur la période contemporaine. Mais ce que fait Trump aujourd'hui, c'est petite chose par rapport à ce qu'était la puissance américaine de cette époque. Au Chili, la lutte contre le libéralisme, l'intervention américaine, est passée par de nouvelles alliances
qui se sont référés au Front populaire. La construction de l'unité populaire commence dans les années 65-70. À ce moment-là, ils gagnent les élections. Il y a un gouvernement d'unité populaire dans lequel il y a différents partis, il y a différentes tendances, parce qu'il y a la question de la réforme agraire, il y a la question du pouvoir, de la nationalisation des grandes compagnies minières, il y a la question de la démocratie politique. Toujours est-il que l'unité populaire telle qu'elle s'est développée sous Allende était devenue pour l'Europe une sorte d'étendard pour dire c'est possible. Voilà. C'est pour ça que l'écrasement de l'unité populaire a un sens extrêmement fort. Et que en Italie, en 73-74, le Parti communiste italien est débordé par sa gauche, par un certain nombre de mouvements qui disent ce parti a abandonné la révolution. Collaborateur. Il est dans des formes de collaboration de classe. Et ce qui est important, c'est qu'il y a deux mouvements en Italie qui sont conjoints. Je ne vais pas vous faire du complotisme, mais tout à l'heure, on parlait de l'assassinat de Berlinguer par les Brigades Rouges. Je pense qu'il y a une combinaison... De Moreau, pardon, Berlinguer mort juste après. Bon. Et on a en fait une conjonction entre les grands attentats fascistes et l'action des Brigades Rouges. Et il y a toute une partie de l'explication de ce qui s'est passé en Italie ne peut pas mettre tout sur le dos des Brigades Rouges. Il y a aussi une offensive. On a les papiers du secrétariat d'État américain, on a énormément de documents qui montrent qu'il y a eu, alors que les Brigades Rouges aient été des idiots utiles dans la circonstance, c'est possible. Mais à partir de la politique de Kissinger, la politique qui est définie à partir de la fin 76, après la révolution des œillets au Portugal, ça a été de dire jamais les communistes au pouvoir en Italie. Et donc, et pas d'alliance avec la démocratie chrétienne. Pardon. Hein, alors, je t'en prie, non, mais on peut avoir une analyse un tout petit peu différente par rapport à l'extrême gauche, mais on va peut-être prendre quelques questions, Philippe, déjà. Et qui est... pas dit que non, gauche non, bien sûr. Alors, non, mais question. Il y en aurait beaucoup, mais bon, peut-être trop. Peut-être difficile aussi d'aborder ce sujet. Vous avez le droit de faire le lien entre l'histoire et aujourd'hui. Vous avez tous les droits, il n'y a pas de sujet tabou ici. Philippe, tu avais envie de rajouter quelque chose? Ah, alors, il y a une question ici. Kamal, il est indien. Bonsoir, je m'appelle Kamal, je suis indien comme Serge, il a parlé de l'Inde, qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'impact communiste en Inde. Par contre, on a eu... après l'indépendance de l'Inde, Jawaharlal Nehru, qui est le premier ministre, il avait toutes les parties dans son parlement. Et on a vu petit à petit, dans certains États, il était complètement communiste, comme West Bengal. Et petit à petit, ça a disparu complètement. Aujourd'hui, il y a un seul État, qui s'appelle Kerala, qui est complètement communiste, et qui est l'État le plus développé. C'est-à-dire il y a 98% d'éducation, toutes les formes, health, santé, très très bonne, meilleure de l'État. Et aujourd'hui, on a une politique très, comment dire, nationaliste. On a une partie qui est BJP qui règne aujourd'hui, qui partage. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle, parce que je regarde un petit peu de politique, ce qui se passe. Être communiste, c'est comme une insulte. Il les parle comme c'était quelque chose de pas bien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de réformes qui sont faites par les communistes en Inde, par exemple au Kerala, qui est aujourd'hui aussi toujours l'État communiste, et qui ont eu vraiment de très bonnes idées pour l'éducation, pour la santé, pour le social, tout ça. Et ma question, c'est la disparition. Quelle est la raison de disparition du Parti communiste en Inde? Et même en France aussi. Alors, non, mais bien sûr, après. Moi, j'avais envie de rebondir sur certains aspects du débat.
en attente de questions, alors je vais le faire en 3 phrases pratiquement. Dans toute cette période, il y avait l'idée du surplomb du politique quand même. Et donc le rapport à l'économie était très minoré. De toute mon expérience au sein du Parti communiste, c'était vraiment... C'est la politique qui surplombe et qui dicte. Et même un De Gaulle, d'ailleurs, en France, c'était la tendance, encore qu'il en faisait une grande aspiration populaire à moderniser son pays. Le surplomb du politique a caractérisé tous ces mouvements. Deuxième observation, sur la fabrication de l'Europe qui divise encore en France les communistes, où j'ai vécu ma division d'ailleurs avec les communistes. Le fait, il y a une méconnaissance mutuelle entre les différents pays et justement leur mode de rapport à une unité européenne, très différente en Italie qu'en France. En Italie, vous trouvez des mouvements sociaux dans les années 90 pour l'adhésion à l'euro qui impose des réformes des retraites, on réduit les retraites et on allonge l'âge de durée dans la vie active. Quelle différence avec la France. Donc il y a une diversité de ces mouvements, mais surtout aujourd'hui, enfin, on a tenté de fédérer des mouvements. On a tenté, je me souviens des années 90. L'échec des années 90 dans la fédération des mouvements est quelque chose de très très grave, parce que l'Union est devenue une technostructure. L'Union est gouvernée par une technostructure. Et les peuples ne peuvent pas s'y retrouver. Ils ne peuvent pas s'y retrouver. C'est pourquoi Confrontation Europe lançait l'idée de former société en Europe, en Europe avec des mouvements fédérateurs. L'Europe ne se construit pas à Bruxelles par une commission technocratique. C'est une aberration. Et troisième chose qu'on a peu développée, c'est l'immigration. Tu pourras peut-être rebondir là-dessus. Le rapport de ces mouvements en France à l'immigration est quelque chose qui n'est pas encore assez exploré. On parle ici de cinéma. En 1947, l'Éducation nationale commande un film à Jean Grébillon, qui était un des plus grands cinéastes français, sur l'immigration. Il prépare son film sur l'immigration et il apprend par la presse un beau jour que la commande est annulée. L'État français centralisateur n'accepte pas qu'on puisse, par une évocation de sujets aussi complexes et qui divise la société, et qui d'ailleurs divise la société, il n'accepte pas qu'on lui porte la contradiction. Donc, et ce problème n'est toujours pas résolu. Juste pour dire que quand on est historien, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que et les Britanniques et les Français sont les deux plus grands empires coloniaux. Et que la possession, et même après la perte des empires coloniaux, c'était une ressource de population et de main-d'œuvre qui représentait un avantage comparatif par rapport à d'autres puissances et capitalistes. À un moment donné, tout ça s'effondre. Et tu parles des années 90, avec les progrès, l'évolution technologique, d'autres progrès, des mutations dans l'économie mondiale, la délocalisation industrielle va se faire, et au bénéfice des pays d'Asie, parce que les populations qui peuvent se mettre au travail, ou qu'on peut mettre au travail, soit en Afrique du Nord, soit en Turquie, soit plus tard, surtout en Asie, Philippines et Chine, donnent des intensités, des rapports, des qualités de production bien supérieur, notamment parce que le niveau d'éducation est souvent meilleur. Hein. Vous voyez, c'est assez compliqué. Et le racisme anti-immigré se développe à partir de la fin des années 70, et c'est pas par hasard que c'est justement à partir du moment où est mis en question, du point de vue économique, le rôle de l'immigration dans les pays industriels européens. Mais cette question, elle est mise de côté. Et exactement. Et puisqu'on est dans le Front populaire, les mouvements populaires, le Front populaire a eu un impact paradoxal et contradictoire sur les colonies et sur la main-d'œuvre immigrée. En Indochine, Ho Chi Minh, c'est assez complexe. Ho Chi Minh va se saisir du Front populaire pour faire apparaître l'organisation à la fois communiste et nationaliste progressiste sur le devant de la scène. Ça va durer 2 ans, ensuite il est arrêté, ensuite il y a des répressions, mais ça a été, dès
l'invasion japonaise, parce que les dirigeants français de l'Indochine font allégeance à Vichy, à Pétain, etc. Le Viet Minh va prendre le drapeau de l'indépendance et de la lutte contre le Japon, un peu comme en Chine, si vous voulez. Là, le Front populaire a été un déclencheur. En Afrique du Nord, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est tout l'inverse. C'est différent. Pour des raisons stratégiques, les dirigeants socialistes et communistes français, européens, vont en quelque sorte mettre l'accent sur la défense des colonies menacées par le fascisme. Et donc, les projets italiens en Tunisie, les objectifs allemands au Maroc, etc. Et donc, ils demandent aux communistes marocains, algériens ou tunisiens de développer l'antifascisme, mais de ne plus développer les mots d'ordre nationalistes, indépendantistes. Et ça explose en 1945. En 1945, il y a une manifestation emblématique, vous le savez, le 8 mai 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est le jour où les Algériens patriotes nationalistes défilent en demandant l'indépendance du côté de Constantine, et il y a 40 000 morts. Pas en un jour, mais en une répression terrible. On peut dire que là, on est dans un contexte différent. Le dernier impact que vous ignorez peut-être, parce qu'il renvoie aux ouvriers et aux ouvrières africaines du Sud. En Afrique du Sud, l'ANC, l'Alliance nationale du Congrès, a, au moment du Front populaire, pris une position différente du Parti travailliste anglais avec qui ils étaient liés, pour nouer des relations syndicats, partis libéraux, pour développer l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud. Avant, ils étaient pour pas un apartheid, mais sur un État noir différent de l'État blanc. Et à partir du Front populaire, en Afrique du Sud, il y a eu une nouvelle stratégie qui a été celle de l'ANC jusqu'à la victoire en 1900, dans les années 90. Voilà. Alors, attends. Ah oui, pour l'Inde. Oui. Mais on va peut-être... Oui, sur l'Inde. Bien sûr. Pour l'Inde, il y a une chose qu'il faut savoir. Le parti du Congrès, dirigé par le bandit Nehru, pour aller vite, Nehru a créé un parti qui était, avec Sukarno, avec d'autres, à l'initiative du mouvement anti-impérialiste, anticolonial. Le jeune Nehru a participé, et avec Roy aussi, à Bruxelles, à la première grande conférence anti-impérialiste. Et en 1955, à Bandung, en Indonésie, il rassemble ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Et Nehru, d'une certaine façon, a pris chez les communistes une partie de leurs idées pour les mettre de côté, eux. Parce que Nehru était persuadé qu'à l'échelle de l'Inde, il fallait faire il avait, vous voyez, le terme même parti du Congrès, il avait une vision qui était une vision, je pense, qui était inspirée peut-être par son éducation anglo-saxonne ou autre, de faire rapidement de l'Inde un pays unifié. Or, l'Inde, c'est pas possible. Et donc, pour une part, lui et sa famille se sont perdus. Mais ils ont fait des compromis, et dans ces compromis, il y avait de mettre de côté, pour avoir l'alliance nationaliste du parti du Congrès, de mettre de côté les communistes. Alors le Kerala, on l'a laissé parce que le Kerala était trop puissant, et on ne pouvait rien faire contre le Kerala. Mais autrement, ils ont eu une politique très... C'est surtout à partir, Nehru disparaît, c'est à partir de 89, à partir de la nouvelle époque, de la fin de l'Union soviétique, où il y a accélération de cette politique du Parti du Congrès. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails plus, parce que autrement, je me fais engueuler. Alors, Christine. Bonsoir à tous. Moi, je voulais profiter de la présence des historiens et du fait qu'on parle du Front populaire. Bon, on se souvient surtout des congés payés, je crois, mais ça concernait des gens qui avaient des salaires et qui pouvaient partir prendre des semaines. Mais ma question, et tu as bien fait, Philippe, de le rappeler tout à l'heure, la France était très très rurale, à l'instar peut-être du reste de l'Europe aussi. Comment c'était dans les campagnes? Comment on était politisé? Comment le Parti communiste, par exemple, a-t-il pris son essor ou pas? Ou au contraire, est-ce que dans les campagnes, on ignorait complètement ces mouvements politiques? Alors, là, en deux mots, il y a un mouvement fasciste d'extrême droite, pour vous dire que ça ressemble à la coordination rurale aujourd'hui, de Tanger,
qui dit les ouvriers, les villes, les fonctionnaires sont tous des fainéants. Nous, on n'arrive pas à vendre nos produits parce que, justement, il y a trop d'impôts, etc. Ce mouvement est puissant dans certaines régions de grands propriétaires, déjà de la Beauce, du Nord, etc. Dans le Sud, chez les vignerons, dans le Sud-Ouest, c'est pas le cas. Et les communistes et les socialistes jouent un rôle très important. Les socialistes et les communistes vont, avec le Front populaire, offrir économiquement une mesure qui a eu un impact énorme parmi les paysans, c'est la garantie de prix du blé, avec la création d'un office du blé qui permettait de stocker du blé quand il y avait des chutes de prix et de le revendre après à bon prix. Donc de réguler le prix de ce qui était la base du revenu. C'est très curieux, à cette époque, les éleveurs demandaient aussi la même chose pour le lait. Les vignerons demandaient la même chose pour le vin. Ça n'a pas été fait. Mais globalement, il y a eu cette intention. Et le dernier élément, c'est que, si vous voulez, une partie des paysans, autour de la question de la petite propriété, de l'indépendance économique, aussi bien les socialistes que les communistes, ont abandonné toute idée plus de collectivisation. Ils ont valorisé, ils l'avaient déjà fait, l'idée qu'on pourrait imaginer des coopératives, mais rassemblant les producteurs, et notamment pour la modernisation, pour l'achat de matériel. Et une grande partie du monde paysan a suivi, mais a suivi modérément le Front populaire, mais n'est pas devenu complètement hostile. Et pendant la guerre, l'occupation allemande, les réquisitions, ce qu'a été la politique de Vichy contre le monde paysan a eu des effets décalés, mais vous voyez, c'est 5 ans, 10 ans. De sorte qu'à la libération, une grande partie du monde paysan soutient la gauche, socialiste, communiste, et les vieux partis, comme le Parti radical, perdent leur influence. Voilà. Bien, écoutez, alors on va arrêter le débat là, mais vous voyez l'importance de ces questions, de ce débat, parce que la question nous est posée aujourd'hui. On avait envie de changer le monde, on a toujours envie. Donc comment on recrée des mouvements populaires qui portent un changement du monde et peut-être pas un mouvement divisé en droite-gauche qui permettrait peut-être de rassembler ce que Philippe a appelé le peuple. C'est-à-dire le peuple est divisé, il est divers surtout, il cherche son unité. Je ne sais pas s'il la cherche vraiment, aujourd'hui c'est compliqué. Il se reclive, et même en Europe, où on avait l'impression quand même que les clivages partisans étaient derrière nous, avec des clivages plus sur des projets, on a l'impression que ça se reclive au niveau partisan, et qu'on a une extrême droite quand même qui émerge aujourd'hui et qui va, elle, trouver peut-être son unité avant que les autres ne la trouvent. La leur. Donc on a quand même tous les risques devant nous. Alors on pourra en discuter, c'est pas ce soir malheureusement, on n'a pas le temps, parce que je vous propose, on a oublié de passer le petit film, on va le faire après la chorale, parce qu'il mérite d'être vu, ce petit film, et donc, et après on passera Riamer. Donc je vais appeler je vais remercier Philippe et Serge. Alors, je vous envoie quand même sur le site de Gabriel Péry, parce qu'il y a des choses très intéressantes, et il n'y a pas longtemps, il y a eu un colloque sur ces questions, je suis allée le voir un peu, donc c'est vraiment passionnant, et on aurait bien sûr envie d'apporter la pierre confrontation là-dedans, qu'on a créée avec Philippe en 90, on a passé le relais depuis, mais on continue avec ce cercle qui fait fil, l'idée étant d'offrir chaque mois des conférences sur des sujets de société ou géopolitique, et d'offrir un regard des cinéastes sur ces questions, et de faire redécouvrir les grands maîtres de la cinématographie mondiale ou les jeunes talents émergents de différents pays du monde.